Tous les hommes ne sont pas nés égaux. Certains sont nés plus agiles, certains avec une grande beauté, certains sont nés dans la pauvreté et d'autres dans la maladie. À la fois dans la naissance et l'éducation, dans l'étendue de ses capacités, chaque être humain est intrinsèquement différent. Oui, c'est pourquoi les gens se discriminent les uns les autres. C'est pourquoi il y a lutte, compétition et marche inébranlable du progrès. L'inégalité n'est pas mauvaise, l'égalité l'est. C'est dans ce discours que Charles Di Britannia, père de Lelouch et antagoniste principal de la série, nous livre la source des affrontements idéologiques des acteurs majeurs de cette histoire. On découvre alors que figures ennemies comme alliées portent tous le même constat sur ce monde qui va mal. De la valeur d'une vie humaine à la manière de réaliser nos objectifs, Code Geass brasse des questionnements à la fois en micro et en macro sur l'espèce humaine. L'échiquier de Lelouch est teinté de blanc et de noir, mais le monde qu'il s'apprête à renverser comporte une infinité de nuances de gris. C'est bien l'empereur qui le dit, les hommes ne sont pas nés égaux. Et ce qu'il y a derrière, en fait, c'est cette volonté au sein d'un empire de créer un système, voilà, qui va complètement institutionnaliser les inégalités avec évidemment tous les travers de la noblesse, du système impérial avec son aristocratie, avec les différents grades et qui vont vraiment considérer, c'est ça, enfin c'est les peuples colonisés sont des nombres, des numbers, voilà, ils sont déshumanisés aussi, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, peut-être que tu me reçois un petit peu mieux maintenant, Ouais, je l'espère. te reçois mieux. Mais c'est quelque chose qui est assez perturbant, en fait, souvent dans les discours de ce personnage et même des autres, certains autres antagonistes. C'est que, à la fois, ils ont cette vision qui a l'air vraiment unanime, en fait, d'un monde qui va mal. Et ils veulent chacun apporter leur solution. Mais c'est souvent des solutions qui vont les avantager, en fait, qui vont leur permettre de laisser, de garder cette place qu'ils ont, cette place de supériorité. Et lui, à contrario, Lelouch, il est en train de tout sacrifier pour sa mission. Et justement, là, ça va être une thématique assez intéressante. Comme on avait en relation protagoniste-antagoniste sur Death Note avec Elle et Light, là, on a tu as introduit Suzaku tout à l'heure, et Suzaku Lelouch, qui sont amis d'enfance. Ils ont des parcours très différents, et en fait, ça va vraiment être le blanc et le noir de son échiquier, puisque ils vont avoir chacun le même but, mais avec deux méthodes bien différentes. Et la question, c'est de savoir laquelle est la bonne. Exactement, et en fait ils poursuivent le même idéal et Suzaku rejette complètement les méthodes des révolutionnaires, armée rebelle, donc dirigée par Zero, qui est donc en réalité Lelouch, mais très peu de personnes ne connaissent la vraie identité de Zero, en fait, au départ, surtout dans la saison 1. Et effectivement, on va avoir ce combat moral, cette idée comme quoi, d'un côté, la fin ne justifie pas les moyens, et de l'autre, il faut absolument tout mettre en œuvre pour l'objectif. C'est vraiment l'objectif qui est très important, l'objectif un peu personnel et à la fois en même temps altruiste, puisque faut quand même rappeler que Lelouch, il fait toujours ça pour protéger sa sœur, pour lui offrir un monde de paix, en fait, un monde où ils pourront vivre ensemble heureux, quoi. Donc c'est vraiment un idéal
un idéal sensible, quoi, sentimental aussi. Et Suzaku aspire à la même chose, puisque ben, il connaît aussi Nanali, qui est donc la sœur de Lelouch, et voilà, ça va vraiment tourner autour de ces deux-là et de leurs deux idéologies différentes. Et donc, faut rappeler, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rappeler que les rebelles sont considérés comme des terroristes, évidemment, par l'Empire, donc avec tous les termes un petit peu de propagande anti-révolte, anti-contestataire, en fait. Et c'est dans cette logique-là, Suzaku va être est plus lucide qu'un simple voilà que quelqu'un qui serait juste sous l'influence des médias. Il voit bien que les méthodes de la violence pour combattre la violence, c'est pas ce qui lui plaît. Cependant, il est quand même touché d'un certain paradoxe lui-même, puisque bah, il est engagé dans l'armée en fait. C'est quelque chose qui va énormément le retenir. Et c'est assez. En fait, tout à coup, c'est un personnage qui est frustré, quoi. Parce qu'il a des convictions qu'il veut absolument tenir. Mais, en fait, la série le démontre, c'est que il ne peut pas y arriver, en fait, parce qu'il lui manque toujours quelque chose. Il se tient toujours à ses convictions. Et on se le dit de toute façon dès le début, dès qu'on commence à comprendre son histoire, qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, parce qu'il essaye quand même de soutenir. C'est bien d'essayer d'être dans le système et de vouloir le changer de l'intérieur, mais jusqu'à quel point on peut le faire en fait, parce que là c'est très idéaliste sa façon de penser, et ça nous fait demander bah, jusqu'à quel point on peut espérer de changer un système de l'intérieur, alors que ce système lui-même est complètement corrompu et qu'il y a des instances de pouvoir qui t'empêchent complètement d'agir. Et donc, c'est un peu ce que veut dire Lelouch ou Zéro quand il s'adresse à lui. C'est le fait qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas changer le système de l'intérieur. Et, euh, et là, pour le coup, il y a des affrontements. Ces affrontements idéologiques, c'est un peu de la maturité aussi, je pense. Bah, c'est le Euh, débat aussi. Bah, c'est le débat un peu, voilà, si on peut mettre des termes là-dessus, c'est en gros la réforme ou la révolution, quoi. Et hmm. la question, c'est voilà, c'est de savoir qu'est-ce que la révolution amène comme dégâts pour aspirer à un autre monde, à une alternative. Et de l'autre côté, au niveau de la réforme, c'est comme tu l'as dit, dans quelle mesure on peut appliquer des réformes si le système qui permet de faire des réformes justement est corrompu et n'est plus du tout soit équitable, soit ne donne pas la voix à tout le monde, ou voilà, en fonction du système que c'est, quoi. Justement, tu vois, Suzaku, lui, il essaye vraiment de garder son intégrité, garder ses convictions. Et en face, on a Lelouch qui, lui, est en train bah, de tout sacrifier, hein. Euh, c'est la fin justifie les moyens. C'est un petit peu son motto. Et là, en fait, c'est particulier parce que on voit que c'est un personnage qui a des sentiments, mais qui agit d'ailleurs pour une bonne cause. Si on peut essayer de le remettre en parallèle avec Light Yagami. Light Yagami, c'était à la base pour une bonne cause, mais ça a très vite dérapé. Là, il a quelque chose à protéger, le louche. Il a un idéal. Et par contre, il va sacrifier ses sentiments, sacrifier son humanité, devoir manipuler des gens. Et je pense que c'est une preuve de motivation, de détermination en fait pour son projet. C'est un peu alors on peut pas le classifier en tant que shonen puisque c'est un animé original, mais il y a ce truc de de celui qui a la plus grande volonté, la plus grande motivation gagne. Et là, pour le coup, entre Suzaku et Lelouch, c'est bien Lelouch qui a la plus grande détermination. Et ben, c'est vrai que pour le comparer avec Light Yagami, qui donc lui aspire à aussi pareil, hein, il aspire à un monde sans crime, donc sans criminel. Donc c'est pour ça qu'il se met à zigouiller tous les criminels qui existent. Bon, c'est une méthode qu'elle mérite
d'être réfléchi un minimum. Mais enfin bon, c'est assez voilà. Et, la différence, c'est qu'effectivement, Light Yagami va, avec son pouvoir entre les mains, va, va avoir carrément envie d'être le dieu de ce monde, donc enfin le dieu du nouveau monde, ce qui est pas une ambition partagée par le louche. Le louche n'a pas aspiration à être maître, quand bien même il se positionne toujours en leader euh, et mais le fait d'être au-dessus des autres et de commander, déjà c'est parce qu'il a le Gis, donc qui est le pouvoir de commandement suprême en fait. Donc c'est par ce biais-là qu'il va réussir à atteindre son objectif, c'est en étant le commandant en fait. Et, et en plus de ça, se placer en tant que commandant, c'est ce qui va lui permettre la manipulation, toute la manipulation qu'il utilise pour arriver à ses fins en fait. Et ça, la manipulation, c'est vraiment le grand terme phare aussi associé à ce personnage, quoi, parce que on a un protagoniste qu'on accompagne en tant que spectateur. Voilà, on a envie de le voir. Enfin, c'est jubilatoire parfois voilà, de le voir gagner des victoires et tout ça. Et puis au fur et à mesure des manipulations qu'il utilise, c'est toujours l'idée d'une étape à passer, d'une frontière à dépasser. Voilà. C'est est-ce que tu vas dépasser cette limite-là? Et ça, il y a un personnage qui est là pour être un petit peu témoin, j'ai l'impression. C'est la personne qui lui a donné son pouvoir et qui va devenir complice de Lelouch. Donc c'est Shitsu, quoi, qui est une forme d'humaine qui lui a permis d'avoir son pouvoir, en fait, considérée comme une sorcière, en fait, dans l'œuvre. Ouais, c'est un peu un mystère, c'est un personnage mystère un petit peu qui est toujours en retrait, ouais, comme tu dis, qui est là, qui le regarde et qui regarde un petit peu ce qu'il fait. Alors là, on va encore comparer avec Ryuk, le dieu de la mort. C'est un peu ce truc-là, tu vois. C'est le personnage mystérieux qui vient être la source du pouvoir et qui va faire ses commentaires. Bon, après, elle est quand même plus dans le feu de l'action, puisque à certains moments, elle se retrouve même pilote de Oui. mecha. Mais voilà, c'est le personnage clé en fait qui détient certaines ressources et certaines informations. Euh, et c'est un personnage même à cacher et à protéger. Et, et d'ailleurs, j'en reviens, mais ce truc de jugement un petit peu, il doit y faire face bien plus souvent, je trouve, quand même, que Light, par exemple, Oui. si on doit comparer, parce que on a aussi cette double identité qui est plus présente, puisqu'on a l'académie dans laquelle il est. On a ces scènes de vie euh, qui est assez particulière, qui sont assez particulières parce que tu as l'impression que c'est un havre de paix, tout est, tout se passe bien et tout, mais en fait, ça, si tu devais dézoomer un petit peu, c'est vraiment une zone qui est contrôlée, quoi, et l'académie, et puis tu dézoomes et tu vois la guerre, quoi, autour. Donc c'est un peu particulier, ça paraît vraiment irréel, en fait. Bah oui, oui, l'Académie c'est un espace particulier, donc comme tu l'as dit, Lelouch il a cette double identité bien marquée entre bah, Zéro et Lelouch Lampe Rouge, puisque Lampe Rouge c'est son nom un peu de son nom maquillé, quoi, il est pas censé être connu comme étant le prince déchu de Britannia, quoi. Il est caché au Japon avec sa sœur, dans cette académie. Euh, euh, Grâce à tout ça. Et donc, et c'est cette académie, quand voilà, on voit un petit peu les différents lieux de la ville de Tokyo, elle se présente vraiment comme un lieu de sécurité, en fait, puisque c'est là où Nanali, sa sœur, elle est en sécurité, justement, elle reste là. Voilà, et il y a les amis du club, du bureau des élèves, un petit peu, qui vont devenir un petit peu
le côté sentimental de Lelouch, quoi. Ce qu'il faut dire, c'est que Lelouch est conscient de ce qu'il fait quand il fait ses sacrifices. Et justement, quand on parlait des jugements, c'était ça. C'est lui aussi se juge énormément lui-même parce que il est vraiment conscient euh, de, des barrières qu'il franchit, mais il est obligé pour avancer, il est obligé de rester ferme en fait et voilà, de laisser de côté les sentiments qu'il va quand même ressentir jusqu'à parfois donner des ordres, les larmes aux yeux, quoi. Et voilà, l'académie comme havre de paix va bientôt être envahie par l'intrigue très vite en fait. Si dans les premiers épisodes on a l'impression qu'on va partir sur une logique narrative de double vie, euh, comme on pourrait voir, je sais pas, dans différents shonen où il y a à la fois le lycéen et il se passe des choses au lycée, et puis après il se passe autre chose en dehors du lycée, mais les deux ne se côtoient pas vraiment. Là, pour le coup, l'intrigue va rentrer dans l'académie, vraiment dans tous les sens du terme, jusqu'à même l'occupation de l'académie, euh, et le grave, en fait, va remplacer la légèreté, quoi, de temps en temps, auprès du bureau des élèves, tout ça, pour vraiment pour vraiment montrer ce côté across the borderline, quoi. C'est-à-dire ce côté on traverse toutes les frontières, quoi. C'est-à-dire on sait qu'elles sont là, il y a des frontières qui devraient rester là pour notre intégrité, pour notre santé mentale, mais non, on est obligé de les transgresser. C'est euh, c'est assez choquant, je trouve. De toute façon, c'est un bon élément à placer et à utiliser, ce genre de choses qui est justement pas assez utilisé, je trouve, en narration. C'est ce havre de paix qui, euh, qui, qui est là, mais qui est là. Tu sais très bien qu'en fait, il est là juste pour être cassé et ravagé juste après. Mais je trouve que c'est très efficace. Euh, ça te prend vraiment au trip parce que à chaque fois, tu vois ces scènes de vie, c'était quelque chose de très léger. Hmm. Et personnellement, ouais, je trouve que c'est quelque chose d'assez efficace. Ah oui, oui, bah, et pour le coup, s'il y a un épisode que je peux citer sans trop en parler, mais c'est l'épisode 12 de la saison 2, où c'est un épisode complètement où on est sorti de l'intrigue, c'est-à-dire là on est complètement de retour à l'académie après, voilà, après des choses un peu plus lourdes ou disons plus politiques. Là c'est Lelouch qui revient à l'académie. Pendant tout l'épisode, c'est super léger, ça fait plaisir. Enfin, on a ce cocon, on retrouve les amis et le comique. On retrouve aussi parce que c'est aussi le- l'académie, le bureau des élèves est assez éponge de l'humour en fait. C'est un peu c'est là pour ça a ce rôle-là aussi quoi, un peu humoristique, même si on le retrouve ailleurs quand même, mais là il y a une forte concentration ici. Et voilà, on a cet épisode 12 qui, et on le sait pendant tout l'épisode, qu'il y a un moment, ça va être un ascenseur émotionnel, quoi. Et je vois que nous avons quelques commentaires dans le chat et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu d'interactivité. Alors, on a parlé de... On voit des questions sur le caractère design de Code Geass qui est particulier. On va justement en parler dans cette partie. Et aussi quelques autres questions sur ce doublage version française. Alors, puisqu'on était justement sur le jeu d'acteur, je te propose de transitionner tout de suite là-dessus. Et ensuite, on pourra ensuite un peu parler de la composition de la bande originale, puisque elle fait quand même un énorme taf dans l'appréciation de cette série. Donc je vous ai déjà fait écouter tout à l'heure Jun Fukuyama avec la voix de Lelouch, voilà, qui transporte autant en tant que Lelouch qui donne son ordre avec le pouvoir du Geass que quand il dirige son armée rebelle en tant que Zero avec les Nightmares. Euh, Moi, ces voix-là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles m'ont. Il y en a certaines vraiment qui me transportent et quand je les entends, tout de suite, ça monte, quoi. Je sais pas si ça te fait ce même effet.
Bah c'est l'épique, c'est un peu. En fait, c'est l'association, je pense, de la musique, des voix, du rythme dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est vrai que ça, ça permet de transcender un petit peu certaines fois au niveau de scènes bien particulières. Ouais, c'est des sentiments qu'on ressent un peu. C'est une hype, c'est une grandeur un peu qu'on ressent quand on entend ces voix. Oui, et donc je ne vais pas faire une réplique de ta rubrique, mais pour donner un petit peu d'informations sur quelques doubleurs, on a Takahiro Sakurai pour Suzaku, qui prêtait aussi sa voix à Meme Oshino dans Monogatari, voilà, l'animé, et aussi Rohan Kishibe dans JoJo's Bizarre Adventure. Donc, voilà, pareil, là on est sur un acteur voilà, qui a sa notoriété. Et on a aussi pour Charles, donc le grand empereur antagoniste principal voilà, de l'œuvre, on a Norio Wakamoto qui est aussi connu pour d'autres rôles de méchants puisque c'est lui qui a donné sa voix à Cell dans l'animé de Dragon Ball. D'accord. Donc voilà, Donc, là on est... comme quoi, Dragon Ball, Rohan, on y revient, hein. Il y a aussi, bah, il y a toujours des liens et finalement c'est vrai que il doit y avoir une logique. Hein, ces acteurs doivent être aimés pour pour leur façon de jouer tel ou tel rôle. Hein. Et ils jouent aussi notamment, puisque tu as parlé de Cowboy Bebop tout à l'heure aussi, et ils jouent aussi Vicious dans Cowboy Bebop, donc un autre antagoniste un peu moins notable. Donc c'est vrai que voilà, c'est voilà, moi quand j'entends des répliques de Karen qui est vraiment le perso très pris par personnellement par voilà par la rébellion et tout ça. Alors, les autres le sont aussi, mais pour le coup au sein de l'ordre des Chevaliers Noirs contre l'Empire, elle est vraiment et puis en plus elle croit, c'est celle qui a le plus confiance en Zéro, donc ça se sent dans son jeu quoi quand elle est vraiment anti-britannienne, en tout cas anti-impériale si on peut dire. Ouais, il y a une certaine intensité dans leur jeu, quoi. Ouais, ouais, il y a une sacrée, il y a une sacrée intensité. Et, euh, puisqu'on parlait de l'aspect graphique, pour répondre un petit peu, j'ai entendu beaucoup de ce type de critiques, enfin en tout cas euh, des gens qui n'arrivaient pas à regarder Code Geass parce que justement à cause de ce problème de character design et de l'aspect graphique peut-être en général aussi de l'œuvre. C'est vrai que moi-même, j'avoue que au début, la première fois que j'ai regardé, ça m'a fait bizarre parce qu'on n'a plus l'habitude en fait de voir ce type de traits. Mais pourtant, quand on regarde d'autres animés de la même époque ou des années 90, c'était la tendance d'avoir ces personnages plus fins en fait, plus filiformes, avec des traits assez sharp, quoi, assez des angles aigus, tout ça. Bah, je peux comprendre que ça rebute, mais effectivement, maintenant, quand on saute le pas, je pense qu'on s'y fait assez facilement. Parce que quand on regarde Evangelion, c'est un peu le même style aussi. C'est différent, mais c'est aussi cette logique assez fine dans les personnages. Hmm. Après, il faut se dire aussi que le chara design, le style, l'esthétique, un peu de, des traits, ce genre de choses, ce sont des esthétiques qui sont réfléchies pour complimenter la toile de fond qui est le scénario, que sont les thématiques. Et donc, voilà, des esthétiques qui rebutent. Euh, ça m'a toujours surpris. Surtout que là, c'est pas vraiment extrême, quoi. Ça pourrait, être plus logique dans d'autres cas, mais là, c'est plutôt. Faut dire que ça va desservir une logique, en fait, ça va desservir une ambiance. Et donc, voilà, si on parlait, et encore, de jeux Bizarre Adventure, ça reste quand même assez, je sais pas, assez sage, hein, on va dire, hein, quand même, dans son esthétique. Mais il y a quand même
des mangas qui sont quand même plus extrêmes dans leur esthétique. Je sais pas, par exemple, si on parle des séries de One, l'auteur de One Punch Man et de Mob Psycho, déjà là, on est quand même sur une esthétique qui est un peu plus extrême, puisque c'est des traits qui sont quand même bien moins maîtrisés. Alors, je parle de ces comics de base, puisque One Punch Man a quand même un super dessinateur. Mais par exemple, Mob Psycho, là, c'est One qui dessine. Et pour le coup, là, c'est vrai que c'est plus. Moi, je trouve ça plus logique que ça puisse rebuter, puisque tu te dis, bah, c'est juste moche en fait. Mais non, encore une fois, ça permet vraiment de desservir l'histoire pour ceux qui connaissent. Et surtout, il a un talent en fait à dépeindre certaines scènes pour donner encore plus de puissance en fait. D'un coup, ça va tourner vraiment plus sérieux. Et donc, il y a un gros contraste avec son dessin un peu enfantin, maladroit. Donc, je pense que pour revenir à tout ça, au niveau de l'esthétique, tant que c'est pas un truc vraiment ultra dégueulasse, voilà, faut laisser le temps en fait à s'habituer, parce que bah, ce sont des auteurs à la base qui réfléchit à quel style adopter, quel style serait le plus approprié pour leur récit. Oui, et puis pour le coup, Code Geass, ça a commencé par un animé original, donc il y avait direct un studio derrière d'animation. Mhm. Et ça se voit qu'ils ont fait quand même un sacré travail, parce qu'il y a un truc que je trouve assez épatant, c'est la différence entre les plans larges et les gros plans. Euh, les visages, je les trouve super bien animés. Dans les gros plans, en fait, il y a vraiment un côté relief, presque 3D en fait. Bon, qu'on retrouve pas sur les visages dans les plans larges, parce que forcément, on n'est plus dans les mêmes valeurs de plans. Mais du coup, c'est bien que ça soit pas tout le temps uniforme, même si ça se voit pas. En fait, c'est une remarque, voilà, voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais pour le coup, je sais pas, quand on s'en rend compte, on a ces gros plans qui arrivent, et souvent les gros plans, bah, ça a un sens hein, dans la mise en scène. Hein. On est là pour appuyer un propos, appuyer un visage, une expression. Et je trouve ils ont vraiment fait un super boulot sur l'animation des visages en fait, et sur l'expressivité aussi. Mais ça reste un animé quand même très beau. Hein, Oui, et puis même au niveau des couleurs, voilà, du contraste vidéo, tout ça, c'est toujours très joli. Hein. Bah, notamment l'utilisation de la CG, des effets visuels sur les mechas. C'est jamais sortant en fait. Il n'y a jamais d'effets Non, c'est vrai. trop sortants, je trouve. Oui, ça nous sort pas de l'œuvre. Et puis oui, bah, les combats sont quand même... pour ceux qui aiment bien, ceux que j'ai interviewés, notamment samedi dernier, qui disaient qu'ils aimaient bien les mangas quand il y avait de l'action et du combat, pour le coup, c'est le genre de choses qu'ils devraient aimer dans Code Geass, parce que l'animation bah, rend les combats superbes, quoi. D'une fluidité vraiment pas mal, et puis bien accompagnée. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit pont vers les bandes originales, la bande originale qui accompagne tout ça, puisqu'évidemment c'est un tout, et il faut savoir en déceler un peu toutes les ficelles. On a donc un duo, encore une fois, pour la bande originale. Et ça s'entend quand on écoute l'animé, puisqu'on a deux tendances de musique principales. Il y a d'autres musiques composées par d'autres groupes, comme les openings et les endings par exemple. Mais globalement, la composition donc, a été travaillée par Hitomi Kuroichi, donc, qui est une chanteuse, compositrice et parolière du coup, de ses propres chansons, et Nakagawa Kotaro, qui est donc fils de trompettiste, il me semble, enfin qui a vraiment voilà, fils de trompettiste, frère de tromboniste et neveu de clarinettiste, donc qui a vraiment ce bain d'influence de cuivre, de classique, et sûrement d'orchestral, quoi, pour le coup, et donc qui nous compose des musiques
des musiques comme celle-là qu'on va mettre en fond, mais c'est vrai que... Non, c'est toujours pas la bonne musique, quoique ça s'en était une, mais c'est pas celle que je voulais mettre. Qui nous compose des musiques comme celle-là, je veux dire. Et voilà, qui nous plonge tout de suite, dans l'action, en fait. Et donc là, voilà, c'est... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je pense qu'on reconnaît quand même la mise en avant des cuivres. Ah bah clairement, là, tous les cuivres sont sortis. Et pour le coup, moi c'est quelque chose que j'adore en vrai, les cuivres en animé, parce qu'il y a cette puissance qui est là. Et on a un peu ce côté du coup jazzy un petit peu, genre quand l'action arrive, il y a toujours ce côté classe en fait, vu que c'est le personnage de Zero qui incarne cette classitude. Il y a aussi bon là je vais revenir sur le design, hein, mais bon tant pis. Il y a aussi les drapés un peu avec les costumes des personnages qui sont assez amples et tout, et ils en jouent justement. Et donc tout ça, ça fait que on a quand même des actions qui sont assez classe et assez épiques. Et les retournements de situation paraissent encore plus intelligents, bizarrement, avec ces musiques, je trouve, dans la composition. On a un peu staffé, comment dire, tu sais, c'est un peu Lupin ou ce genre de série, quoi. C'est le gentleman cambrioleur, et là c'est le gentleman terroriste. c'est un petit peu ça, je trouve, dans la composition. Bah oui, puisqu'on a le côté épique, orchestral, et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les musiques sont très courtes, et sont vraiment utilisées comme on les utilise de manière très classique dans un animé, c'est-à-dire vraiment l'album qui est fait, et on les utilise comme leitmotiv à chaque fois. Donc il y a la musique du lancement des mechas, il y a la musique du retournement de situation, donc voilà, on les retrouve, et c'est vraiment toujours 1 minute 30 environ de musique, et c'est une composition qui est comme ça, qui est un flow continu pendant 1 minute 10, parfaitement équilibré, avec son début, son intro, son développement et sa conclusion, quoi. Et c'est ça que je trouve assez fort dans la composition de Nakagawa Kotaro, parce qu'il arrive à faire quelque chose d'une certaine puissance en un si court temps, en fait. Et donc on va avoir aussi en deuxième type, le deuxième type de musique qu'on va pouvoir entendre le plus souvent dans Code Geass, c'est ça. C'est ça. Et là, on est dans la chanson de Hitomi Kuroishi, et on est sur toutes les musiques qui vont représenter ce qui n'est pas sur le champ de bataille, forcément, ce qui est plutôt dans une notion interne au personnage, c'est-à-dire les remises en question de Lelouch, les introspections, tout ce qu'il y a derrière le masque, en fait. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et les sentiments, le sentimentalisme des persos, la sensibilité, leurs sentiments, leurs ressentis personnels et leur attachement à d'autres personnes est traduit dans ces musiques-là. C'est vraiment de la douceur qui s'en ressort de ces musiques. Ah oui, c'est une douceur, puisqu'il y a cette logique de chant qui est un peu qui ressemble, je sais pas ce que t'en penses, à une sorte de synthé atmosphérique. La voix est accompagnée d'une sorte d'effet très, très soft comme ça. C'est ça qui est assez plaisant aussi. Bah, c'est assez envoûtant. C'est vrai que autant les musiques de combat ressortent et servent vraiment l'action, autant tu vois, quand à l'époque là, je reviens sur le moment où j'ai connu Code Geass, mais à l'époque où j'ai fini la série, les musiques que je m'écoutais en boucle, c'était ces musiques-là plutôt. Ces musiques plus envoûtantes qui te restent un peu longtemps après. Oui, et puis parce que sûrement qu'on y associe aussi les émotions qu'elle a voulu faire passer, Hitomi Kuroishi, à savoir peut-être la nostalgie,
parce qu'il y a quand même un rapport au passé important dans Code Geass. Et puis, puis tout ce qui est plus ou moins triste, tragique dans l'œuvre. Et je salue Aaron qui nous suivait tout à l'heure et qui nous dit au revoir. Et en fait, ce duo-là de compositeurs, donc le côté externe, combat, épique, grandiloquent, scandale aussi, dans les musiques de Kotaro, il y a le côté horreur, justice, tout ça, la justice à répandre, et la notion interne donc de Hitomi dont on vient de parler. C'est un peu comme le duo en fait de Lelouch et de Shitsu, parce que je sais pas, il y a ce duo masculin-féminin du gars qui est on lui a donné un pouvoir mais ça reste un humain en proie aux faiblesses des humains, au sentimentalisme et tout ça, alors que elle est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a une forme de retrait et tout ça, même si elle est humaine aussi à la base. Moi j'ai vu une sorte d'analogie en fait entre la composition, entre ces deux compositeurs-là et les deux personnages centraux de l'œuvre. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce gros contraste quoi, entre le duo de compositeurs. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça à la base, mais tu marques un point sur ce coup. En fait, ça m'est venu en voyant une miniature qui allait avec l'album, justement, l'un des albums de la bande originale, où on voyait justement Lelouch et Shitsu dessus, et dans une posture un peu vraiment très complice duo, mais on sait dans l'œuvre que ça on le voit aussi dans les visuels qu'on voit dans les endings, qui sont des visuels un peu complètement métaphoriques, où on voit des anges, des démons, enfin on voit tous les personnages sous forme d'anges ou de démons, et on a ce côté de la sorcière un peu bienveillante qui protège son humain, tu vois, et qui prend la tête, tu vois, dans les épaules, enfin il y a un côté un peu comme ça quoi.